merci aux organisatrices du colloque qui me donnent la possibilité de parler de Primo Levi de manière sans doute moins conventionnelle que d'habitude. Alors, j'aimerais commencer par des images. Bon, compte tenu de la nature du colloque, c'est pas très original, mais bon, j'aimerais commencer avec quelques séquences de ce film qui s'appelle Le Congrès et qui a été réalisé par Harry Folman, dont vous connaissez sans doute Valse avec Bachir. Alors, Le Congrès s'inspire du Congrès de futurologie de Stanislas Lem, un grand auteur de science-fiction, devenu célèbre suite à la publication de Solaris au tout début des années 60. Alors, c'est un film d'animation, bien qu'il contienne au début et à la fin des images qui ont été tournées avec des acteurs en chair et en os, et il décrit un monde qui a basculé dans l'hallucination permanente, un monde où toute notion de réalité a été définitivement abandonnée au profit d'un éparpillement d'illusions subjectives. Alors, d'une part, le film est un prétexte pour s'interroger sur les technologies de la 3D et de la capture de mouvement qui sont en train de remettre en question, une fois de plus, le statut ontologique du 7e art. D'autre part, ce long métrage représente pour Folman l'occasion de revenir, de façon quelque peu détournée, sur au moins deux thèmes qui occupent une place prépondérante dans toute son œuvre. La place des icônes au sein d'une société capitaliste avancée et la valeur symbolique de toute entreprise testimoniale qui puisse être perçue en tant que telle dans l'espace public. Alors, j'ai une copie du DVD en avant-première parce que le DVD va sortir en France dans 3 jours. Donc, c'est grâce au distributeur français du film que je peux vous montrer ces images. Par contre, c'est une copie sans chapitrage. Donc, je vais essayer de retrouver le passage que je veux vous montrer. From the Abraham revolt, whatever that means. And now they're looking for my Aaron. This is Aaron's original DNA listing. I've been looking for him for a very long time, since I knew they were about to thaw you. And? There's no sign. No trace. I don't think he's with us anymore. What do you mean, not with us? What do you mean, in this world? Or that he's not alive? What are you saying? What are you saying? That he's dead? It's much more complicated, Robin. The world today is unlike the world you came from. To find Aaron, alive or not, we have to go on a very long journey. But do you think there's a direction? There's a clue? I hope so. But we have to start somewhere. I'm here to take you out into the big city. No one told me for how long I've been frozen. Could have been a year, could have been 20. Time is now a subjective matter. You decide in your mind when day breaks or when the moon fades. After a while, you probably lose the numeric calendar as we once knew it. Look at me. I'm the softest. New York is now a city of suspended gardens that reach the sky. The wild colors, they strike you full force, and the people, they're so beautiful and they're so young and radiant, exuding serenity and beauty and sexuality.
There's no more ego. Thanks to chemistry, we've been redeemed. There's no ego, no competition, no violence, no war, no strong or weak. No secrets. Everyone is what they are. Everyone is what they want to be. And while they consume their new personality, they spread in the air those pheromones that your mind translates into an image. There is no way I can imagine Aaron in this world. This street holds the wisdom of 1,000 years. A year ago, when I was consuming Greek mythology, I woke up half man, half god. I impregnated one of Zeus's daughters. I birthed an entire city. And then I fucked the city, and then I burned it, and I punished it. It's all about feeling. You just make a choice, and you feel whatever you want. What do you choose, Robin? Usher syndrome. What level of Usher syndrome? I think it's type 2. Why do you need this? Are you researching someone? No. I'm missing someone. Do for you. May you build a ladder to the star, climb on every round, and may you stay forever young. Peut-être s'arrêter là. Somewhere out there. Ok. Donc, nous sommes ici vers la fin de l'histoire. La protagoniste est à la recherche d'une potion, probablement d'une drogue, qui lui permette d'observer le monde tel que ses proches pourraient l'observer si seulement ils y avaient survécu. Or, c'est qui lui fournit cette potion, cette sorte de remède aussi chimique que magique? Eh bien, c'est Primo Levi. Primo Levi, écrivain chimiste, qui se sert de la science, tout comme dans d'autres contextes de la littérature, des artifices littéraires pour faire de la magie. Autrement dit, pour donner un savoir, quelque chose de beaucoup plus complexe qu'est-ce que les médias ont tendance à donner à voir. Alors, de prime abord, nous pourrions penser que l'image que Follman restitue de Lévi est malgré tout assez traditionnelle. Bien sûr, il s'agit d'un dessin animé, d'une espèce de caricature, mais bon, c'est une caricature qui s'inspire d'une représentation très codifiée de l'auteur. Son visage a une expression un peu moins inquiète qu'ici, mais sa tenue de travail ne fait que réinventer l'une des nombreuses tenues de travail de l'époque où Lévi collaborait avec la Siva.
qui était une petite entreprise familiale située dans les alentours de Turin. Et Lévy, il y travaillait en tant que chimiste. C'était une entreprise qui produisait des peintures et des vernis industriels. Cela dit, si sur le plan strictement figuratif, le Lévy de Follman peut et doit nous suggérer une sensation de déjà-vu, la place qu'il occupe dans la diégèse du film n'a vraiment rien de prévisible. Il est vrai que la plupart de ceux qui s'approprient l'image de Lévy finissent par l'associer systématiquement à son métier de départ, proposant une interprétation faussée de l'homme et du personnage. Mais ici, le renvoi à l'imaginaire scientifique ne sert pas à lire Lévy à la lumière du milieu intellectuel dont il est issu. Il permet au contraire de jouer sur un décalage. Celui que l'on peut établir entre le stéréotype socioculturel qui s'est construit au fil du temps autour du signe Lévy et les raisons qui peuvent expliquer le détournement d'un tel stéréotype aujourd'hui, hic et nunc. On parlait de stéréotypes socioculturels hier, lors de la première communication. C'était Richard Felland qui avait évoqué et problématisé cette notion. Je me permets de la reprendre car elle me semble tout à fait pertinente. Dans l'introduction d'un entretien paru en France en 1995, Le devoir de mémoire, édité chez Mille et une nuits, ça se présentait comme ça. L'historien italien Federico Cereia dit de Primo Levi qu'il est fidèle jusque dans le moindre détail à son propre rôle. Témoin au plein sens du terme, qu'il doit donc parler de ce qu'il a vu et vécu, sans concession aucune pour ce qu'il a entendu dire ou appris de ses camarades. Je vous lis le passage en entier. Pour Primo Levi, le témoignage revêt sur un ton grave et dans la langue la plus objective possible la signification et la forme d'une déposition devant un tribunal, celui de l'histoire, des contemporains, des nouvelles générations. Nous, les rescapés, nous sommes des témoins et tout témoin est tenu, même par la loi, de répondre de façon complète et véridique. C'est en cela que le témoignage prend tout son sens. Le survivant doit être fidèle jusque dans le moindre détail à son propre rôle. Il doit être témoin au plein sens du terme, entre guillemets, une personne pouvant attester d'un fait en vertu d'une connaissance directe. Il ne doit donc parler que de ce qu'il a vu et vécu, sans concession aucune pour ce qu'il a entendu dire ou appris de ses camarades. Témoin direct. Ainsi et ainsi seulement devient-il impossible de contester l'histoire proprement incroyable du laguerre. Le témoin ne peut être réfuté, il peut répondre « j'y étais, j'ai vu ». Chacun des problèmes soulevés par les historiens révisionnistes, chacune des objections relatives au laguerre perd sa substance et devient impossible à soutenir dès qu'elle se heurte à des témoignages qui sont autant de preuves historiques, certes à vérifier, comme tout document, mais qui existent et ne sauraient être laissés de côté. En recueillant les souvenirs des déportés qui allaient parler avec Primo Levi dans les écoles, Cereia dit « Je me suis rendu compte à quel point il se distinguait des autres, par son approche, par son ton et par sa volonté de se limiter strictement à l'expérience vécue. » Loin d'être malveillantes, ces affirmations cachent néanmoins une méconnaissance de l'œuvre de Lévy et nourrissent l'idée selon laquelle celui-ci incarnerait une sorte de modèle en matière d'écriture scientifique. Or, s'il est vrai que son travail de chimiste l'a habitué à restituer de manière analytique et objective la réalité environnante, il n'en va pas de même de son activité littéraire, orientée sans cesse, et depuis la rédaction du rapport sur Auschwitz, coécrit avec Leonardo de Benedetti à l'intention de l'Armée rouge en 1946, vers une sorte de dramatisation des événements relatés, y compris quand ces événements relèvent d'expériences indéniablement autobiographiques. À bien y regarder, c'est précisément ce que Follman laisse transparaître dans son film. Dans Le Congrès, Lévy n'est qu'une des innombrables icônes qui peuplent l'univers où se réveille la protagoniste de l'histoire. Mais son intervention est indispensable pour accepter et digérer au sens propre du terme les contradictions d'un monde dans lequel toute simplification est susceptible d'être un crime. Alors, si j'avais beaucoup de temps, je pourrais m'interroger avec vous sur ce qui a pu pousser Harry Follman à traduire la complexité d'un personnage
au moyen d'un dessin plat, volontairement bidimensionnel, et dont les traits rappellent ceux de certaines BD des années 70. Mais je préfère utiliser les minutes qui me restent pour commenter quelques photos qui sont autant de hors-champ du Primo Levi de Follman. Alors, les photos que je vais vous montrer sont tirées pour la plupart des archives du Centre Primo Levi de Turin. Il y en a quelques-unes qui font partie de collections privées et 2 ou 3 clichés que j'avais trouvés lors d'un séjour aux États-Unis au Centre Primo Levi de New York. On va commencer par celle qui date de l'époque où il fallait assimiler Lévi à la résistance. Dans ces clichés, Lévi est jeune, donc très différent du Lévi que l'on voit dans le film de Follman et qu'on a l'habitude de retrouver dans les frontispices ou dans les 4e de couverture de ses livres. Parfois presque souriant, toujours à la montagne, de temps en temps à vélo. Ça fait estafette partisane. Bien sûr, Lévi n'a jamais été une estafette partisane. Il a d'ailleurs été partisan pendant très longtemps, pendant très peu de temps, mais ça fait partie du cliché du résistant, en tout cas dans les montagnes piémontaises et de la vallée d'Aoste. Et donc, à l'époque où il fallait en quelque sorte réhabiliter l'expérience partisane de Lévi, il fallait faire recours à ce genre d'image. Ensuite, nous avons un certain nombre de portraits qui datent de quand il fallait que le témoin par excellence soit en premier lieu un chimiste ou en tout cas un scientifique doc. Alors, on a des images de ce type, mais aussi des images beaucoup plus artistiques où l'homme... Alors là, on ne voit pas très bien parce que la qualité de l'image n'est pas top, mais on va essayer avec celle-là. Alors là, on ne voit pas très bien, mais c'était un choix, c'est-à-dire que l'homme, dans certaines de ces images, a tendance à s'effacer derrière les outils du métier. Donc on voit bien le laboratoire, mais la silhouette de Lévi et le visage de Lévi disparaissent derrière les outils et Lévi est dans l'ombre. C'est-à-dire que, alors qu'en Italie, on commençait à canoniser l'écrivain, je voulais vous montrer de quelle manière en France, pour favoriser les ventes, l'on tentait de faire de l'écrivain un écrivain existentialiste. J'avais choisi 2 portraits en miroir de Lévi et de Sartre, parce que c'est très rare de voir Lévi avec les lunettes et la cigarette en Italie, alors qu'en France, il y a eu une époque où Lévi ne pouvait être représenté sinon avec les lunettes et sa cigarette, dans une posture quelque peu sartrienne. Sauf que... Non mais ça va arriver. Alors les lunettes qui ont fini par dire par métonymie l'auteur dans un certain nombre de publications à l'étranger, notamment en Angleterre et aux États-Unis, où on a publié non seulement le rapport sur Auschwitz, mais aussi Si c'est un homme et la trêve, dans des éditions qui mettaient en premier plan soit les lunettes de Lévi, soit un dessin qui était une sorte de caricature, d'icône justement de ces fameuses lunettes qu'avait Primo Levi. Les dernières images que j'aimerais vous montrer sont des images beaucoup plus récentes, ou en tout cas récemment redécouvertes, où il est question, comme dans le film de Follman, bien que de manière moins assumée, de désacraliser l'objet Lévi, le mythe Lévi, pour établir avec l'homme un dialogue plus décontracté et moins orienté sur le plan idéologique. Et là, je vais choisir à titre d'exemple un portrait de Yael Assia, 2 caricatures qui ont été publiées dans la presse, un très beau portrait à l'encre de Chine qui date d'il y a quelques années, et 2 ou 3 objets qui sont des installations plastiques. Alors, on a parlé donc de Lévi partisan, résistant, de l'époque où Lévi n'était qu'un chimiste, entre guillemets, de l'époque où on a fait de Lévi pour la première fois un écrivain, donc on a un certain nombre de portraits de Lévi derrière ses livres et les traductions qui avaient été faites de ses livres, mais on a aussi un certain nombre de portraits de Lévi avec d'autres écrivains, notamment Philippe Roth, et de Lévi à la bibliothèque, parce que bien sûr, un écrivain qui n'est plus juste un écrivain chimiste est aussi un littré, donc un écrivain lecteur. Alors là, j'avais choisi un portrait très très connu de Lévi derrière sa machine à écrire. Bien sûr, après, il y en a un certain nombre de Lévi derrière l'écran d'un ordinateur.
Alors, je vous ai parlé donc de Lévi existentialiste, on va dire, entre guillemets. Alors, le voilà, avec les lunettes. D'ailleurs, entre-temps, il avait changé de lunettes et ce n'est pas un détail anodin. La cigarette, les lunettes qui deviennent symboles et qui disent par métonymie le personnage dans un certain nombre de publications à l'étranger, notamment le rapport sur Auschwitz qui a été publié en Angleterre et aux États-Unis. Et puis voilà le portrait auquel je faisais allusion tout à l'heure, donc de Lévi sur les couvertures de certaines publications françaises du système périodique, mais il y en a aussi de La Trêve et de Si c'est un homme. Alors, je faisais allusion au fait qu'à partir d'un certain temps, on a redécouvert des images où il est question, comme dans le film de Follman, de désacraliser l'objet Lévi, parce que Lévi a été aussi un signe et en tant que tel un objet, pour établir avec l'homme un dialogue plus décontracté et moins orienté sur le plan idéologique. Alors là, le portrait de Yael Assia m'intéressait beaucoup, parce que c'est l'un des seuls portraits où l'on voit Lévi avec des grands yeux, qui ne sont pas justement cachés par les lunettes, et où l'on essaie d'humaniser l'un des personnages qui établissent, pour des raisons liées à l'histoire familiale de Yael Assia, un dialogue privilégié avec la dessinatrice. Alors là, on a donc 2 caricatures publiées dans la presse, avec ce visage triangulaire et ce type de graphisme dans la première, et puis quelque chose de beaucoup plus figuratif dans la deuxième. Et voilà le portrait à l'encre de Chine auquel je faisais allusion tout à l'heure, où l'on peut entrevoir une tache bleue dans la tête de Lévi. Ça fait allusion à l'image du Nil bleu qui est dans la tête d'un écrivain, dans l'un des poèmes que Lévi avait publiés dans les années 50. Alors, je vous disais aussi que rétablir un dialogue avec Lévi signifie non seulement pouvoir se permettre de dialoguer avec l'homme, non seulement avec l'écrivain de manière plus décontractée, mais aussi mettre en place une série de correspondances qui ont tendance à la limite à désacraliser l'image la plus institutionnalisée de Lévi, homme et personnage, et en sacraliser l'héritage intellectuel ou documentaire. Alors, il y en a qui l'ont fait de manière un peu pop, et c'est la raison pour laquelle je vous ai choisi ces images. On peut commander sur Internet un certain nombre de citations de Lévi, encadrées et avec un graphisme que l'on peut choisir parmi 12 possibilités qui sont fournies aux acheteurs, qui sont proposées aux acheteurs. La plupart des citations sont en anglais, mais on peut aussi choisir une autre langue. Alors, comme aujourd'hui, on aurait dû parler d'Einstein et de Lévi, je me suis permis d'évoquer moi aussi par métonymie Einstein, parce qu'on peut le choisir à la place de Lévi. Et la raison pour laquelle je vous montre toutes ces images, c'est tout simplement, c'est pas seulement parce que ces images ont un signifié en elles-mêmes, mais c'est en raison des emplois qui ont été faits de ces images, et qui est un emploi très souvent antithétique par rapport à l'emploi qui a été fait de la caricature de Lévi dans le film d'Harry Follman. Alors, certaines de ces images ont été utilisées par exemple pour créer des affiches, d'autres par les éditeurs pour la publication d'un certain nombre d'ouvrages. Il y en a qui ont été publiés dans la presse, mais disons que ce sont des images qui essaient de proposer une lecture parmi d'autres du personnage et de l'homme, alors que, et il me semblait quelque peu paradoxal dans le film de Follman, bien que l'image soit très aplatie et vraiment bidimensionnelle, dans un film où on réfléchit beaucoup autour du statut des images en 3D, c'est toute une complexité et un éventail d'autres possibilités de lire Lévi qui s'offrent aux yeux du spectateur. Donc, ce ne sont que des pistes que je suggère, mais j'espère qu'elles pourront nourrir des échanges et une réflexion par ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci pour cet exposé vraiment très original, parce que voilà comment aussi se modifie l'image d'un témoignage d'un écrivain au fil du temps. C'est vraiment voilà, très, très instructif de voir qu'à un certain moment, il y a eu le Primo Levi résistant. Ça correspondait à un cadre collectif de mémoire en Italie où la résistance, disons, était au centre de l'attention. Ensuite, ça a glissé vers d'autres priorités et je crois que c'était vraiment très instructif de voir cela, et que
finalement les caricatures, le deuxième degré qui intervient seulement à partir d'un moment où le personnage est très très connu. Oui. Et peut-être on peut considérer aussi que l'image de Primo Levi qui est sur ses livres, les photos, etc., est un petit peu le corollaire de la difficulté de représenter les camps par ailleurs. Oui. C'est-à-dire que vous avez un portrait, comme ça vous évite de représenter Auschwitz sous forme d'image. C'est vrai, oui. D'ailleurs, les premières images qui avaient été choisies pour évoquer Auschwitz sur les couvertures des livres de Primo Levi étaient des images très abstraites. Donc, ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a commencé à intégrer les photos de Levi, mais c'est tout à fait vrai, c'est une solution pour ne pas évoquer de manière directe la réalité des camps. C'était un tabou, c'était à une époque un interdit même. Et c'est vrai aussi ce que vous dites par rapport à la place de la résistance dans l'histoire de la culture italienne de la deuxième moitié du XXe siècle, parce que la résistance a été un mythe fondateur lors de la reconstitution d'une société civile suite à la chute du fascisme. Et il fallait que la résistance soit sans tâche. Or, il n'y avait pas que des résistants sans tâche, donc il fallait en choisir quelques-uns. Et Levi était un peu un symbole d'une certaine résistance, raison pour laquelle l'année dernière, lors de la publication d'un livre qui s'appelle Partigia, qui a été rédigé par un historien italien qui s'appelle Sergio Luzzatto, il y a eu un gros scandale en Italie, une longue polémique, parce que dans ce livre, on revient sur des épisodes quelque peu ambigus de la résistance de Levi. Mais Levi était un homme, comme les autres. Donc, à l'époque où il a été choisi en tant que symbole de la résistance, encore une fois, c'était une lecture très orientée idéologiquement. Et donc, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est revenu lui-même dans certains poèmes et dans certaines proses. Dans le système périodique, il y a un conte qui s'appelle L'Or, où il revient sur son expérience de résistant et où il revient aussi sur les aspects les plus ambigus de cette aventure, de cette mésaventure. Mais en tout cas, c'est effectivement très intéressant le fait qu'à l'époque où la résistance était un mythe fondateur, il fallait trouver des personnages qui puissent la représenter en tant que telle. Dignement. Oui. Alors que tout le peuple italien n'avait pas été résistant, disons. Pas du tout. Non. Voilà. Et que tous les résistants n'avaient pas été résistants de la même manière. C'est une invention rétrospective voilà, d'un peuple italien résistant où il y aurait des représentants très dignes qui ont été déportés, qui ensuite ont donc relaté leur expérience. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci Guido pour cette formidable communication. Moi je suis très content parce que j'ai déjà eu Madonna tout à l'heure dans une vitrine avec Jean Kempf et puis là j'ai eu toutes mes icônes. Et alors justement quand j'ai vu le film l'année dernière, je me suis dit vivement qu'il sorte en DVD, que je puisse m'arrêter à faire image par image. Et je ne sais pas si vous étiez là quand on a fait notre communication hier, toutes les icônes qu'on voit, il y en a la moitié que j'ai montrées hier. Bon. Bah oui, Et alors justement ce que je me demandais, parce que moi ce qui m'a vraiment intéressé dans le film, c'était que on avait une Robin Wright numéro 4, finalement, on a la première extradiégétique, puis la première intradiégétique, la deuxième, la troisième, qui est celle que vous montrez, c'est la troisième, oui. Ou même la quatrième, selon de quel point de vue on se place. Bon. Et la façon dont elle est iconisée, justement, beaucoup plus que ce qu'elle n'était avant l'année dernière, dans ce film, et au même moment dans son film australien tiré de Doris Lessing, là, je ne sais plus comment il s'appelle, je me demandais comment vous articuliez ça par rapport à l'iconisation à l'intérieur du film de Primo Levi, qui finalement a un traitement qui aussi ressemble un peu à celui de tous les autres, les Elvis Presley et les Bowie, mais qui a une petite place à part en quelque sorte. Oui. Est-ce que c'est celui du réalisateur? Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est, vous voyez, peut-être vous pourriez... Parce que vous aviez l'air de dire que vous auriez développé ce genre d'idée si vous aviez eu plus de temps. Merci beaucoup pour cette question, oui, qui me permet de revenir sur le rôle de Levi dans ce film. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'icônes et énormément de figurants. Mais le problème, c'est que Levi n'est pas juste un figurant dans ce film. Il apparaît pendant très peu de temps, mais il fait quelque chose d'indispensable. Il fait en sorte que quelque chose se passe. En l'absence de ce qu'il produit dans ce laboratoire, tout ce qui permet au film de s'achever ne pourrait pas se passer, ou en tout cas pas de la même manière. Et dans ce sens, oui, je pense que le réalisateur s'identifie d'une certaine manière avec ce Levi-là. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il s'inspire
de l'œuvre de Lévy pour nourrir certaines de ses histoires. Parce que même dans Valse avec Bachir, qui portait sur un tout autre sujet, la question du témoignage relevait quand même d'une certaine connaissance de l'emploi que du témoignage avait été fait par Lévy auparavant. Et donc de la thématisation du témoignage que Lévy avait proposé, y compris dans ses œuvres fictionnelles. Alors, plusieurs interprétations sont possibles. Je ne réduirai pas non plus le rapport qu'a Lévy avec cette histoire à un simple rapport de correspondance entre Lévy et le créateur de l'histoire. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça et probablement que moi j'ai tendance à accorder beaucoup d'importance à la présence de Lévy parce que c'est un auteur que j'étudie depuis quelques temps. Donc je ne veux pas non plus regarder le film de la manière dont un historien de la littérature qui fait une thèse sur Lévy pourra le regarder. Mais je sais qu'il a quand même une place très particulière, qu'il occupe une place très originale par rapport aux autres personnages. On a Picasso qui sort avec Beyoncé, on a un certain nombre de dieux et des déesses, on a des chanteurs, on a des acteurs célèbres, mais puis il y en a un qui prend la parole. Et de toutes les icônes qu'on voit, le seul qui prend la parole, c'est lui. Donc, et puis le fait de prendre la parole pour un témoin et pour un écrivain est quand même un geste chargé de sens et d'un certain nombre de valeurs polysémiques, à mon avis. D'autres questions? Moi c'est une question pour peut-être élargir les choses. Par rapport aux icônes possibles de l'Holocauste, est-ce que vous pourriez dire deux mots, puisque effectivement il y a ce côté, l'idée de l'irreprésentabilité de ce moment d'histoire. Moi je pense comme ça spontanément à deux choses. C'est l'enfant du ghetto de Varsovie, et qui a aussi été traité, je ne sais pas si vous étiez là hier, mais on parlait des photos traitées de manière graphique, qui a aussi été traité de manière graphique en contraste. Et je ne sais pas si vous savez à quel moment apparaît l'image de la voie ferrée et du premier bâtiment de, je crois que c'est Auschwitz, c'est le bâtiment. Quand est-ce qu'elle apparaît cette image dans la représentation, l'iconographie justement de l'Holocauste? Je ne sais pas si c'est très tôt, pas tôt. Deuxième moitié des années 50. 50, d'accord. Oui. Oui. C'était une photo qu'on connaissait déjà, mais on peut parler de l'iconographie de la photo et de l'emploi iconique de la photo à partir de cette époque-là. Oui. Deuxième moitié des années 50. Oui. Oui. Et par rapport au graphisme, oui, c'est tout à fait vrai. Il y a un certain nombre de réécritures des images qui ont été opérées à partir de clichés liés à l'expérience des camps. Oui. Par contre, il n'y a pas tellement de témoins des camps dont l'image, le visage, a été traité de la même manière dont il a été traité le visage de Lévy, qui est quand même un visage très particulier. Il a une physionomie très particulière, donc c'est aussi un visage qui se prête à être traité de cette manière-là. Et je pense que lui, il jouait beaucoup dans ses portraits avec sa propre image. Donc, en quelque sorte, le fait que Lévy lui-même ait eu la possibilité de se mettre en scène dans certains clichés photographiques a autorisé un certain nombre d'auteurs à s'inspirer de ces portraits pour en faire autre chose. Mais c'est vrai que ça, c'est assez spécifique à l'histoire de Lévy. Je ne connais pas tellement d'autres personnages qui ont été des témoins de l'Holocauste et dont l'image a été traitée de la même manière. En Israël, il y a Aaron Appelfeld, mais parce que c'est un écrivain qui joue beaucoup sur son côté enfantin. Et donc, il y a des images qui ont été réalisées à partir de cette ambiguïté entre l'écrivain âgé qui revient sans cesse sur son enfance. C'était aussi une manière pour traiter de façon un peu plus légère l'héritage d'Appelfeld, qui a passé une vie à dire « Je ne suis pas un écrivain de la Shoah, je ne suis pas un écrivain de la Shoah, je suis un écrivain, ce n'est pas de ma faute si mon enfance est liée à ces événements-là, mais moi je veux parler de mon enfance. » Donc je pense que... Mais sinon, je ne connais pas d'autres exemples de ce type. Je voulais revenir sur la série de photos de Primo Levi, chimiste. Oui. Et je crois que c'est un aspect extrêmement intéressant d'après le stéréotype Lévy résistant, d'avoir avancé cette image plutôt, disons, de Primo Levi chimiste, parce que ça permet de lier une science exacte au témoignage sur la Shoah. Oui.
Et en fait, Primo Levi a lui-même soutenu ce lien en disant que je viens des sciences exactes et ça a conditionné mon regard. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose sur le témoignage de Lévi, soi-disant sciences exactes, chimistes, etc. Et puis, où est la vérité? Alors, c'est une question très complexe, dans le sens où Lévi est tout à fait conscient du fait qu'il a une façon très scientifique de traiter un certain nombre de données statistiques. Il se souvient d'énormément de choses, il prend énormément de notes sur le terrain, entre guillemets, et c'est la raison pour laquelle l'on peut rapprocher un certain nombre de proses de Lévi d'une approche presque ethnographique, voire anthropologique aux faits littéraires. Après, Lévi, c'est aussi quelqu'un qui se sert de la littérature et de la fiction pour témoigner. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que Federico Cereia disait dans l'introduction de cet entretien. Ce n'est pas vrai que Lévi n'est qu'un témoin direct. Lévi parle d'un certain nombre de choses dont il n'a pas pu être un témoin direct. Les chambres à gaz, par exemple. Il savait qu'elles étaient là, comme plein d'autres gens, mais il n'a pas été un témoin direct. Il n'a pas été un témoin direct de la marche de la mort qui suit immédiatement la libération d'Auschwitz. Il n'était pas là. Il a eu la chance d'être à l'hôpital et donc de pouvoir attendre l'arrivée de l'armée rouge. Mais lui, il le dit. Et il se sert, par exemple, sur le plan strictement littéraire, d'un certain nombre d'hypotyposes, là où il s'agit d'évoquer des scènes auxquelles il n'a pas pu assister. Après, il dit aussi... la façon dont il utilise un certain nombre de témoignages de proches qui, par contre, ont été des témoins directs. Et il spécifie très bien là où il s'agit de fiction et là où il s'agit de témoignage. Mais c'est très bien qu'à partir du moment où il y a une sorte de récit qui se met en place, quelque part, il faut accepter un compromis. On ne peut pas juste restituer des faits de manière objective, comme l'on peut restituer des données statistiques dans un tableau. Et il en est tout à fait conscient. Et il passe une vie à s'interroger sur les manières dont on peut le faire de façon honnête et digne, justement. Et littéraire. Et littéraire. C'est un vrai écrivain. Oui. J'aurais peut-être, si vous permettez, une remarque sur les vitrines que vous nous avez montrées à la fin de votre propos. Et je suis frappée par le fait qu'il m'est apparu déjà hier que certaines icônes devenaient des objets de consommation, des produits dérivés. Et dans votre cas, ces icônes-là qui, d'après ce que j'ai compris, mettent en scène une sorte d'aphorisme ou même de citation, finalement font passer l'icône deviennent des sortes de synthèses ou de concentrés d'une icône, mais sous forme de mots. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'image. Mais les mots font image. Les mots font image. Oui. C'est-à-dire que l'icône est suffisamment puissante pour se réduire à une citation qui se passe de l'image. Et c'est probablement la raison pour laquelle on encadre ces mots comme s'il s'agissait d'images. Oui. Ce sont des tableaux de mots. Oui.